merci à tous de nous rejoindre pour la poursuite de cet événement, donc le premier colloque annuel de managersanté.com. On est ravis de vous accueillir si nombreux, à la fois les personnes qui sont en présentiel, mais les nombreuses personnes également qui sont en ligne. Nous avons ouvert donc cet événement ce matin, donc avec les interventions, et bien justement des personnes qui étaient prévues justement sur deux tables rondes et pour lesquelles les débats étaient extrêmement riches. Nous allons donc poursuivre cet après-midi, donc sur 3 tables rondes qui promettent d'être également extrêmement enrichissantes. Et pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir donc 6 intervenants, dont 4 qui sont présents au ministère des Solidarités et de la Santé, pour aborder donc une thématique autour de l'agilité dans les circuits de décision au sein des établissements de santé. Et donc nous aurons le plaisir à la fois d'avoir des personnes qui sont en présentiel, des intervenants en présentiel, et puis 2 personnes qui sont actuellement connectées en ligne, et on remercie évidemment de pouvoir se rendre disponible pour aborder ce sujet. Et pour permettre de rester un petit peu dans le respect du temps, parce que nous avons 45 minutes d'échange et puis 15 minutes après de débat avec la salle, eh bien, ce que je vais proposer, en tous les cas, si tu es d'accord, cher Nada, c'est peut-être de donner la parole, peut-être dans un premier temps, aux personnes qui sont en ligne, qui ont eu du mal à se connecter tout à l'heure, pour permettre, dans un premier temps, de se présenter, alors voilà, et puis ensuite de donner un petit peu leur éclairage sur la question qui est proposée. Alors, je vais sans plus tarder commencer à interroger le professeur Thomas Varnet. Est-ce que vous nous entendez, cher professeur, depuis là? Enfin, je n'ai pas révélé le lieu où vous êtes. Vous allez probablement vous le faire en vous présentant. Et puis, on aura l'immense honneur de pouvoir vous écouter justement sur la question que vous avez préparée, en tous les cas, qu'on vous a soumise. Et je vous donne la parole, cher professeur. Est-ce que vous nous entendez très bien ou pas? Je vous entends parfaitement. Est-ce que vous m'entendez également? Parfaitement bien, parfaitement bien. Alors évidemment, nous avons besoin de savoir exactement où vous vous trouvez. Et puis ensuite, évidemment, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je vous laisse le soin de vous présenter et puis d'aborder d'emblée un petit peu la question et les réflexions qui ont soulevé, en tous les cas, je dirais, la proposition qui vous a été faite. C'est à vous, cher professeur. On a un arrière-plan extraordinaire. C'est très, très bien. Allez-y. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Thomas Varnet, je suis professeur d'économie à l'Université Paris-Est-Créteil, mais cette année, je suis en vadrouille à l'étranger. Je suis à Boston, à la Harvard Medical School. Et cette année, je travaille sur l'effet du Covid sur la santé mentale. Mais ce n'est pas de ce sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu de mon regard en tant qu'économiste. Donc, ça va être un regard un petit peu large des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, merci à Manager Santé, tout particulièrement à Jean-Luc Stanislas de m'avoir invité. Donc, je ne suis ni médecin ni gestionnaire, ni d'ailleurs particulièrement spécialiste des questions d'innovation en santé. Alors, pourquoi avoir donc accepté de me lever aux aurores, parce qu'il est 6 heures de moins ici, et de sacrifier mon petit déjeuner pour vous rejoindre virtuellement? Eh bien, parce que les travaux et réflexions des économistes de la santé visent à rendre le système de santé à la fois plus efficient, mais également plus équitable, et que pour ce faire, les notions d'agilité ou de décision qui sont ici présentes dans votre question, eh bien, nous sont finalement tout à fait familières. L'agilité, tout d'abord, elle renvoie à la capacité, à la liberté d'initiative des acteurs et également à l'adaptation des processus organisationnels ou techniques. On se situe évidemment dans une approche plutôt dynamique. On peut l'opposer à l'immobilisme, une forme de rigidité ancrée dans une approche très normative, souvent centralisée, statique et donc peu évolutive. Naturellement, plus l'incertitude est forte, et c'est évidemment une caractéristique majeure de la pandémie de Covid-19, plus les ressources sont rares, et le virage ambulatoire, c'est-à-dire la tentation de réduire les dépenses hospitalières et de réduire la durée moyenne de séjour et de réduire également le nombre d'établissements de santé, et plus l'agilité des acteurs et des organisations dans ce contexte doit être promue, encouragée, voire réellement stimulée. Alors, cette sorte de dichotomie entre agilité et immobilisme constitue en réalité un des débats les plus centraux en économie, celui de la place respective du marché, le laisser-faire, et de l'État en tant qu'interventionniste, on va dire, en tant que régulateur.
Et donc, ce débat trouve en matière d'économie de la santé une multitude d'illustrations. Quelle est la place pour la sécurité sociale, pour les complémentaires dans le financement des dépenses de santé ? En termes d'accès aux soins, de prise en charge des patients, quel rôle pour l'hôpital public, quel rôle pour les cliniques privées ? En termes d'accès à l'innovation, bien sûr, comment arbitrer entre, d'un côté, la sécurité des patients et d'un autre côté, l'accès rapide aux médicaments innovants. On peut aussi penser à la vaccination, doit-elle être obligatoire ou recommandée, donc laissée à la libre appréciation de chacun. La question de la décision ensuite, alors elle est centrale également pour nous, parce que l'économie est une science du choix en situation d'incertitude et que nous développons des outils d'aide à la décision, tels que l'évaluation médico-économique et l'évaluation économique des politiques de santé. Par exemple, en matière de décision médicale, pour réduire l'incertitude, nous allons plutôt promouvoir la médecine fondée sur les preuves pour aider les professionnels de santé dans leur choix thérapique. Cependant, pour éviter de brider l'innovation professionnelle, et je sais combien l'innovation en santé est importante dans cette conférence, et je m'en réjouis, nous allons plutôt plaider pour une dynamique des recommandations de bonnes pratiques, et non pas seulement pour une norme statique figée. Alors finalement, comment répondre à la question de cette table ronde et rendre plus agiles les circuits de décision, pas uniquement dans les établissements, mais plus globalement dans le système de santé? Rapidement, j'évoquerai 4 éléments clés, sachant que la décision en santé au sens large, pour être optimale, doit être éclairée, partagée et prise à l'échelon le plus pertinent possible. Donc, mon premier point, c'est celui de la décentralisation, voire la déconcentration. En dépit de la création des agences régionales de santé en 2009, le système de santé français est avant tout un système de soins centralisé et tourné autour de la prise en charge des maladies chroniques à l'hôpital public. La gestion de la crise sanitaire a renforcé la centralisation, entraînant des lenteurs bureaucratiques, un éloignement par rapport aux réalités de terrain, et donc une homogénéité des décisions, alors que les personnes ou les territoires étaient sujets à des risques pandémiques différents. Et donc, on a aussi constaté une mise à l'écart des ARS au profit des préfectures, qui ont joué un rôle plus important. Donc, le premier point, en fait, s'interroge sur une organisation qui pourrait être plus décentralisée, une organisation des soins qui serait autour à la fois de l'hôpital, de la médecine de ville et des établissements médico-sociaux, et qui pourrait être confiée à un acteur local, un territoire de santé qui pourrait tenir compte des besoins de la population et qui aurait un budget alloué. Donc, ce serait une réflexion autour d'un ONDAM qui deviendrait un ORDAM ou quelque chose de plus précis. Le deuxième point, c'est la coopération multiforme. Véritablement, on a des retards qui sont très, 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 très forts en termes de coopération entre le public et le privé. On sait qu'au moment de la première vague, l'effort s'est concentré sur l'hôpital public. Et malheureusement, les médecins de ville et les acteurs privés, alors qu'ils étaient désireux de participer à l'effort de guerre, ont moins été mobilisés. L'activité des médecins de ville a baissé de 30% en 2020. Et quand je parle d'acteurs privés, c'est au sens large, les laboratoires, les pharmacies, les cliniques, les industriels. Deuxième point, c'est coopération entre les acteurs du soin et du médico-social. On a un soin géré au niveau régional, un médico-social géré au niveau départemental. Donc, ce cloisonnement, il est évidemment délétère. En 2020, 43% de la mortalité par Covid-19 est survenue en EHPAD. Donc, on a eu malheureusement une surmortalité très forte en EHPAD, notamment au début de la crise pandémique. Troisième forme de coopération, bien sûr, entre la ville et l'hôpital, avec le développement de structures de coordination de soins permettant de mieux articuler les actions des différents professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour du patient. Évidemment, avec le développement de nouveaux modes de rémunération collectifs, comme par exemple des paiements forfaitaires collectifs qui pourraient associer davantage la ville et l'établissement de santé. Coopération également entre professionnels de santé. Vous pourrez réfléchir à davantage accompagner et développer des modes d'exercice en groupe pluriprofessionnel, la coopération entre professionnels de santé, notamment entre généralistes et infirmiers. Les premières évaluations tendent à montrer qu'on aurait une qualité des soins qui serait accrue lorsqu'on a une meilleure coopération entre ces types de professionnels de santé. Et en plus, durant la crise pandémique, on a vu d'importantes capacités de résilience de ces structures. Et puis, le troisième point, c'est, à mon sens, la collecte et le partage de l'information.
Pour réduire l'incertitude, il faut évidemment qu'on diminue ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Donc, développer un système d'information en médecine de ville qui serait un peu comparable à celui de l'hôpital et qui soit réellement articulé avec l'hôpital. Mettre en œuvre sans doute de manière beaucoup plus importante, c'est une force aux États-Unis, des indicateurs de qualité relatifs à l'ensemble des soins, à l'hôpital, en médico-social, en ambulatoire, et non plus uniquement centrés sur le processus de soins hospitaliers. Et puis évidemment, vieux serpent de mer, la généralisation de l'utilisation d'un dossier médical électronique partagé et bien sûr sécurisé. Quatrième et dernier point, qui est évidemment important, donc là je plaide un peu pour ma chapelle, c'est le recours plus systématique à l'évaluation médico-économique. Le calcul économique, il est souvent limité à une minimisation des coûts, alors que le calcul économique tend à mettre en regard des calculs et des bénéfices qui ne sont pas uniquement financiers, qui peuvent être en termes de qualité des soins, en termes d'espérance de vie sans incapacité, etc. Donc, le calcul économique, il est parfois intégré dans les évaluations, portant sur des programmes de prévention, des innovations organisationnelles à travers l'article 51, des programmes d'investissement, où on appuie à des réflexions sur les conditions de prise en charge des soins. À l'hôpital, on sait qu'à travers les programmes de recherche médico-économique, en 2019, on avait 10 millions d'euros qui avaient été injectés pour évaluer des dispositifs médicaux, des nouvelles organisations des soins. Et cependant, et malheureusement, l'information produite n'est pas ou peu utilisée par les décideurs dans la fixation des prix des médicaments, des tarifs de remboursement, des technologies hospitalières. Peut-être à l'exception des grands programmes de prévention, l'évaluation économique est finalement très peu mobilisée dans les décisions en santé. Donc voilà les 4 points en guise un petit peu de préambule de cette table que je souhaitais déposer sur cette table ronde, donc une vision un petit peu macroscopique, tirée en particulier des enseignements d'un ouvrage collectif que j'ai eu le bonheur de coordonner avec Anne-Laure Sanson et Bruno Venteloup, et qui a regroupé les contributions de 30 collègues en économie de la santé en France. Vous pourriez peut-être nous rappeler le titre de cet ouvrage, s'il vous plaît ? Alors, le titre de cet ouvrage, c'est une bonne question. C'est le système de santé aujourd'hui en France, enjeux et défis. C'est sorti aux éditions ESCA. Nous ne manquerons pas de faire le relais. C'était surtout pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Merci beaucoup pour cette analyse préliminaire. Nous retournerons vers vous pour les questions un peu plus tard. Alors, je voulais juste faire un peu d'humour. C'était donc en direct depuis Boston, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Oui, à 7h43. Merci, cher Jean-Luc. Boston, Massachusetts. On a beaucoup ri là-dessus parce que. Voilà. Thank you very much, yes. Mr. Thomas. It's a real pleasure. Okay, we're back to Paris. Yes, peut-être qu'on peut poursuivre avec, du coup, avec Régine Roche, qui est en ligne parce que pour en Occitanie peut-être. Régine, bonjour. 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 Merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui et de t'être connectée. Alors, eh bien, même exercice, même question. Je sais que tu aimes bien partager beaucoup d'analyses, beaucoup de retours d'expérience. Mais il y a un challenge à respecter que nous a imposé monsieur le fondateur. Tout à fait. Et puis, si j'allais dire, Thomas, que je salue et j'allais dire, qui fait partie de mon réseau aussi, et qui est très brillant, vous avez fait une très belle analyse. Moi, si vous avez plusieurs questions, c'est beaucoup plus interactif, ça me plaît. Je ne vais pas me lancer sur un développement aussi volumineux. D'autant plus que moi, que je suis davantage axée, pour ceux qui me connaissent, je suis directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social et docteur en sciences de gestion, donc gestionnaire, et moi plus spécialement spécialisée dans tout ce qui est groupement hospitalier de territoire, donc tout ce qui est organisation systémique. Donc si vous avez des questions et que c'est beaucoup plus interactif, moi ça me convient. Je ne vais pas me lancer dans un développement trop important, d'autant plus que Jean-Luc m'a dit qu'il souhaitait que ça soit concis, donc il sait que j'ai tendance à développer. Voilà. Alors, avec plaisir, voilà. cher. Allez-y tous les deux. Alors, une question. Oui. Dans la gestion du circuit de décision, eh bien, comment atteindre l'agilité ou comment rendre agile ces circuits de décision, toi qui es gestionnaire? Alors, moi, je vais justement revenir par rapport justement à l'article, au fameux chapitre que j'ai écrit dans le cadre de l'ouvrage Innovation et management des structures de santé. Je me suis plus particulièrement préoccupée de mon secteur, mon terrain de prédilection, puisque je suis directrice d'EHPAD.
Et c'est vrai que nous, c'est une sacrée gageure, j'allais dire, de nous lancer dans la démarche de digitalisation parce qu'on est un secteur qui est habitué justement à une logique. Alors, on est dans une gestion qu'on peut qualifier de paternaliste. On n'est pas forcément dans un fonctionnement vertical comme l'est le secteur sanitaire, mais ça peut présenter quand même des inconvénients, notre façon de fonctionner. Et c'est vrai que ce que je proposais moi dans mon chapitre, c'était quand même pour arriver à une certaine agilité au niveau du circuit décisionnel, et bien finalement d'utiliser, d'investir le fameux dossier partagé informatique qui permettait justement de créer surtout au niveau, à partir du domicile, mais aussi à partir de l'EHPAD. Je pensais en l'occurrence quand on se retrouvait dans une situation où on avait un résident qui avait été justement pris en charge par une HAD, soit avant d'entrer en structure, soit au moment où il est déjà en EHPAD, parce que ça m'est arrivé moi en tant que directrice de faire appel à l'HAD, parce qu'à un moment donné, on avait un épisode aigu et que l'hospitalisation n'était pas du tout adaptée et qu'il était préférable effectivement que l'équipe interviennent directement sur site, en l'occurrence dans le cadre des fins de vie, qui parfois sont très très lourdes. Et c'est vrai que le fait d'avoir cet outil permettait justement d'avoir une coordination et surtout dans des temps assez courts pour l'équipe qui intervient à la fois du dedans et du dehors, les informations nécessaires pour qu'il y ait une véritable synergie entre les personnes qui interviennent auprès de la personne âgée. Et surtout de maintenir le contact aussi avec les familles. Voilà, il y avait une plus-value. Et c'est vrai que quand on arrive justement à ce type de fonctionnement en structure, on s'en félicite, surtout en EHPAD, parce qu'on voit tout de suite qu'on est sur un autre niveau, j'allais dire, d'accompagnement, de prise en soin. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau décisionnel, c'est sans commune mesure entre la médecine de ville, parce que c'est vrai que nous avons la particularité d'être des structures d'aval, nous sommes en bout de chaîne. Donc, c'est vrai que si en amont, tout n'a pas été correctement, entre guillemets, encadré, structuré, et je dirais au niveau de l'intelligence collective, il n'y a pas vraiment une véritable complémentarité entre les acteurs. C'est vrai qu'on arrive parfois à de grosses catastrophes. Et quand ça fonctionne, eh bien, on ne peut que s'en réjouir. Et c'est vrai que la digitalisation, ce n'est pas en soi une finalité, c'est un moyen qui permet justement aux EHPAD de franchir une étape sur le plan qualitatif au niveau de la prise en charge. Voilà. Parfait. Tout à fait, merci beaucoup Régine. Retournons sur le plateau, allez, sur scène, au ministère de la Santé, en direct depuis Paris. Tout à fait, tout à fait. Et bravo Régine pour le respect du timing, hein, vraiment. Oui, oui, c'est ça. Non, mais parce que je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident, mais en tous les cas, voilà. Absolument, bravo Régine, merci beaucoup. Merci. Pascal Christophe, bonjour. Enfin, merci beaucoup de votre présence avec nous aujourd'hui. Alors, eh bien, l'agilité. Comment apporter de l'agilité dans eh bien, ces circuits de décision au sein de nos établissements, qu'ils soient établissements de santé, médico-sociaux ou sociaux? Quelle est votre analyse? Merci. Alors, vous posez une question abyssale auquel il faudrait probablement des heures de colloque pour pouvoir répondre, parce qu'elle croise au moins cette question 3 dimensions. La décision, elle peut être individuelle ou collective, ce qui déjà est un sujet en soi dans un univers de la santé, comme ça a déjà été évoqué par les 2 intervenants précédents. Ensuite, la dimension, elle peut être clinique ou non clinique. Et là, on voit aussi que le type de décision à prendre, l'arrière-plan, par exemple dans les dimensions éthiques ou même sur le cœur du métier, n'est pas le même. Et puis, la dernière dimension importante, c'est bien sûr la dimension programmée ou la dimension non programmée. Alors, le contexte actuel nous invite beaucoup à nous focaliser sur la décision non programmée, puisque l'urgence du Covid, l'imprévu, qui n'est pas quantifiable, comme le rappelait Sandra Berthesen en ouverture, tout ceci font que ces derniers mois, ces dernières semaines, on s'est beaucoup focalisé sur la décision imprévue. Moi, j'aimerais quand même revenir sur la décision programmée, parce que quand on parle circuit de décision, ceci sous-entend qu'on a déjà pensé à l'avance un certain nombre de situations dans lesquelles on devrait prendre des décisions et qu'on a cherché d'une façon ou d'une autre peut-être à essayer de structurer ces décisions. Alors,
pour faire bref, puisqu'il faut faire un certain nombre de choix et rester dans le timing, mais c'est ça qui crée l'interactivité. Le prérequis d'abord, c'est sans doute la capacité d'intelligence de la situation dans laquelle on va prendre la décision. Tous nos collègues qui travaillent en sciences de gestion depuis de très très nombreuses années sur les situations de prise de décision rappellent que dans toute prise de décision, il y a d'abord l'intelligence de la situation auquel on est confronté. Et donc, cette intelligence de la situation, qu'elle soit individuelle ou collective, elle va d'abord nécessiter d'avoir des systèmes d'information. Et donc, la question qui se pose derrière ces systèmes d'information qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est d'abord leur disponibilité. Est-ce que ces systèmes sont disponibles au moment où ceux ou celles qui sont confrontés à la situation de décision ont le besoin du système d'information? Et ça, quand on discute avec les acteurs de terrain sur ces questions-là, souvent ils disent oui, j'aurais aimé avoir l'information à ce moment-là, mais le logiciel n'était pas là. Ou alors, très souvent, ils disent le logiciel, je n'y avais pas accès. Les droits d'accès, c'était pour mon cadre. Ou alors, il n'y a que le contrôleur de gestion qui a accès au logiciel. Nous, on n'a pas le même. Donc, il y a cette question de la disponibilité. Et ensuite, la question, bien sûr, de l'appropriation, parce que parfois, on a accès. Tout un chacun connaît ça dans son univers professionnel. On a accès à des logiciels. Par rapport à l'université, j'ai accès à tout un système de gestion électronique des documents, etc. Mais en fait, je ne sais pas du tout l'utiliser. Je ne me le suis pas approprié. J'ai raté la formation, j'ai perdu les codes. De toute façon, ils les changent tous les 3 mois. C'est trop compliqué pour moi. Donc, en fait, j'ai bien un système, mais en fait, je ne m'en sers jamais. Et donc, quand on me demande de prendre une décision, on me dit, Christophe, est-ce que tu pourrais nous dire ceci, cela, c'est dans tel système d'information? En fait, je ne m'en sers pas. J'ai du mal à prendre la décision parce que je n'ai pas accès à ce système. J'ose plus leur dire parce que ils s'inquiètent pour moi. Et puis, le dernier point, c'est l'interopérabilité. Effectivement, ça a été déjà cité à de nombreuses reprises. On a aujourd'hui une mosaïque de systèmes d'information dans les établissements de santé et aussi au-delà. Ces systèmes sont en partie interopérables. Il y a des progrès considérables qui ont été faits, mais ça reste quand même encore une mosaïque. Et donc, je suis observateur du système depuis 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus, mais je désespère toujours parce que les informaticiens nous jurent tout le temps qu'on va interopérabiliser tout ça, que ça avance, etc. Ce qui est d'ailleurs pas faux. Mais comme il y avait aussi plein de pans du système qui n'étaient pas informatisés, en même temps qu'on rend compatibles certains éléments, on en développe d'autres. Donc, ça progresse, mais sans doute encore un peu doucement. Donc ça, c'est le premier élément, l'intelligence. Deuxième élément, c'est bien sûr quand même la subsidiarité. Il faut que la décision puisse se prendre au plus petit niveau où elle peut se prendre. Il faut rapprocher les centres de décision des lieux où l'action se passe. Et ça, évidemment, ça a été salué pendant la crise Covid par les acteurs de terrain. C'est ça qu'ils voulaient. Alors, on ne peut pas, mon intime conviction d'observateur du système, c'est qu'on ne peut pas fonctionner après Covid comme pendant le Covid. C'était une parenthèse enchantée sur certains aspects, très, très dure sur d'autres, bien entendu, mais la parenthèse enchantée a ses limites. Néanmoins, on pourra en tirer des leçons sur la subsidiarité, permettre peut-être plus d'autonomie dans la prise de décision dans un certain nombre de champs quand même bien délimités, parce que comme l'autonomie n'exclut pas le contrôle, ceci a déjà été dit. Et puis, dernier point, bien sûr, la décision programmée, collective ou individuelle, elle nécessite un petit peu de standardisation ou un petit peu de préparation. Et donc là, on arrive à la question des processus. C'est un peu mon dada. Voilà, donc je vais faire bref parce que on a déjà dit beaucoup de choses aussi ce matin là-dessus. Mais il y a quand même la question de préparer les circuits de décision pour que cette décision soit justement aisée et rapide. Hein, c'est ça, finalement, la définition de l'agilité. C'est l'aisance et la rapidité. Donc, on prépare à l'avance les étapes de la décision pour que les questions se posent aux bons interlocuteurs au bon moment et qu'on puisse, comme ça, très rapidement prendre la décision. Mais la question qui se pose, donc il faut préparer ces décisions quand on est dans une situation de décision routinière qui se pose régulièrement. On ne peut pas improviser en permanence. D'abord, il y aurait une usure cognitive très importante et ça provoquerait des dysfonctionnements. Il faut réserver le temps disponible pour les situations non programmées. C'est ça l'enjeu. Et ne pas perdre du temps dans des décisions qui se produisent tous les jours pour lesquelles on peut imaginer les scénarios. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas tellement la description des processus de décision. On est dans des organisations, effectivement, ce matin, on a employé le mot webérienne, bureaucratique, etc. La vraie question, c'est que les procédures sont devenues tellement complexes, les procédures de décision, les processus, que plus personne ne les connaît sur le terrain. Donc, quand il faut prendre une décision et qu'on est sur le terrain en première ligne, on ne sait pas quel est le mode d'emploi qu'on doit suivre.
souvent, nous, c'est ce que nous ont rapporté beaucoup là encore, de cadres qu'on a la chance de former ou de responsables qualité, par exemple. Ils nous disent, mais en fait, on ne sait plus. La procédure pour prendre la décision, on les change sans arrêt. Donc, on a un centre qui pense la décision, qui pense les procédures, mais nous, on ne sait plus. On est peut-être à l'avant-dernière version ou à la deuxième version. Donc, quand on fait une demande, on nous la renvoie en disant c'est pas la bonne procédure, vous n'avez pas suivi le bon circuit. Et donc, la vraie question, prérequis à tout le reste, et je m'arrêterai là pour ouvrir et laisser de la place au débat et aux autres intervenants, c'est d'arriver à faire connaître ces procédures. D'abord, à ne pas les changer sans arrêt. C'est comme la tarification. Il ne faut pas changer en permanence les procédures. Et ensuite, il faut faire en sorte qu'elles soient diffusées dans l'institution. Et la meilleure façon qu'elles soient diffusées, vous savez ce que c'est? C'est qu'elles soient conçues d'abord par les acteurs du terrain et qu'elles remontent ensuite vers le... Voilà, je vous remercie. Là, on parle d'agilité. C'est super, parfait. Merci Tout beaucoup. à fait. Puis les acteurs terrain ont fait leurs preuves pendant la crise et même avant, parce que tout à l'heure, Karim Amri parlait de déficit de 1 milliard cumulé. Alors, nous avons l'exemple d'un établissement qui est excédentaire et qui n'est pas, encore une fois, je ne m'en lasse pas. On va y arriver. Donc, ça nous permet d'accueillir Rodolphe Bourré, directeur général de l'hôpital Valenciennes, qui est un bel exemple d'agilité, de coopération et puis de management. Bon, à l'époque, c'était atypique. Maintenant, ça devient une référence. Alors, ça reste une référence, mais ça reste atypique parce qu'on est le seul établissement français à avoir encore ce mode de gestion. Donc, c'est un mode de gestion qui est extrêmement délégué et médicalisé, puisque on est conçu sur un modèle de délégation des prérogatives du directeur général à 90%, pratiquement. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord, le centre hospitalier de Valenciennes, c'est un des plus gros centres hospitaliers général de France, puisqu'il fait 2000 lits et places. Il est situé dans une région que j'ai appris à apprécier, qui est le nord de la France. Et donc, c'est un établissement support d'un groupement hospitalier de territoire de à peu près 850 000 habitants. Donc, c'est un établissement de référence. Et donc, pour le mode de gestion qu'on a mis en place, en fait, c'est donc 90% de mes prérogatives que j'ai déléguées aux médecins. Donc, chef de pôle, chef de service. Donc, un médecin peut embaucher du personnel médical, du personnel non médical. Il peut embaucher des techniciens, des infirmières, des aides-soignantes. Il peut commander du matériel médical. Il peut commander du matériel biomédical. Il peut faire en fait ce qu'il veut dans le cadre d'un contrat qu'on passe entre la présidente de CME, la direction générale et les chefs de service. C'est un modèle qui est extrêmement agréable. En fait, c'est un modèle qui est conçu sur un modèle qui est ancien, qui a été testé et qui a été mis en place maintenant dans les années 80 aux États-Unis sur la base, sur le principe de l'hôpital magnétique. Alors peut-être que pour certains, ça évoque quelque chose. Il y a dans les années 80, aux États-Unis, ils ont été confrontés dans les cliniques à une fuite du personnel paramédical, notamment de soignants. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit comment on peut faire pour être de nouveau attractif pour notre personnel. Et à partir de ce moment-là, ils se sont dit on va inverser en fait la pyramide hiérarchique de gouvernance et on va faire une pyramide hiérarchique 1 qui partira du terrain, donc un peu ce qui vient d'être dit, et 2 surtout, on va la faire de manière pluridisciplinaire. Et donc, on va constituer, ces hôpitaux magnétiques ont constitué des tripodes, donc avec une gouvernance qui était partagée entre un médecin, un soignant et un administratif. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les hôpitaux qui se sont lancés dans ce processus sont devenus des hôpitaux de référence. Et actuellement, les meilleurs hôpitaux internationaux qui sont classés dans tous les classements internationaux, c'est la Mayo Clinic, le Cleveland Clinic, etc. Et donc, en fait, l'hôpital de Valenciennes s'est inspiré de ce modèle-là et on a mis en place en fait une gouvernance au niveau des pôles qui est basée sur ce modèle-là avec une prise de décision qui se fait par le médecin, le soignant et l'administrateur. Et en fait, souvent on dit que le patient doit être au centre de nos établissements.
peut-être qu'on pourrait remettre un autre principe qui est la décision devrait être au centre de nos préoccupations et notamment au centre des préoccupations des professionnels de santé. Et si on regarde le modèle de Valenciennes, notre modèle, il n'est pas sur un modèle de gestion de structure. C'est un modèle qui est extrêmement humain. Il est extrêmement humain parce que quand on délègue à 90% de mes prérogatives, je suis obligé, je garde la responsabilité complète de l'ensemble de l'établissement, mais par contre, je fais confiance. Et la confiance est quelque chose qui est extrêmement importante. Et bien évidemment, ce qu'on a dit aussi, c'est que la confiance, elle est basée sur une contractualisation et la contractualisation, elle n'exclut pas l'évaluation. Et on a des évaluations qui sont régulières entre les chefs de service et chefs de pôle, la présidence de CME et la direction générale. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est un processus très simple. On a simplifié en fait les procédures administratives. Mon pôle, qui est le pôle administratif, il pèse 5% du budget global de l'établissement. Donc, ce qui veut dire qu'on a réparti d'autres forces administratives dans les pôles au plus près du terrain. Et puis, on a également donné de la rapidité à la prise de décision. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, je donne un exemple. On a mis en place un service de chirurgie du pied, de la main et des épaules. Tout ça en moins de 3 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu une décision institutionnelle qui a dit on va mettre en place ce service-là. On lui a donné le quitus et à partir de ce moment-là, on lui a donné bien évidemment une enveloppe budgétaire globale, mais elle a fait son business plan et puis elle est allée nous présenter son business plan qui a été validé par la présidence CME. Elle a embauché des chirurgiens, elle a embauché des infirmiers, elle a embauché des anesthésistes et à partir de ce moment-là, ça s'est mis en place en moins de 3 mois. Je ne crois pas que ça soit un exemple qui mérite pas une réflexion, on va dire, ou d'être approfondie. Et puis, surtout, comme je le dis souvent, c'est une aventure humaine. Un établissement, c'est une aventure humaine. Et si on veut avoir de l'agilité, il ne faut pas raisonner en structure, mais il faut raisonner, comme on l'a dit également, en éléments qui sont le plus proches possible du terrain. Et c'est en ayant cette décision au plus proche du terrain qu'on arrive à avoir des meilleurs résultats. Notre établissement, nous, pour donner quelques chiffres clés, en 10 ans, il a fait 100% d'activité en plus. Il a embauché 20% de plus de personnel et il est à l'équilibre depuis 8 ans. Voilà. Donner la parole, je pense que puis on terminera par la parole du médecin, puisque c'est toujours important de connaître le point de vue du médecin. Alors, voilà, donc même question, et puis avec votre approche voilà, universitaire, voilà, et puis aussi en sciences de gestion en particulier, voilà, votre regard sur ce sujet de la décision, enfin, dans son volet agile. Vision de Jean-Baptiste Cabgrin. Merci également d'être avec nous. Merci, cher Jean-Luc. Merci, Nadia. Merci, Julien, pour l'invitation. Je me joins un petit peu à ce qu'a dit Mathieu ce matin en termes d'humilité. Je ne suis pas praticien. J'essaie tous les jours de faire mentir l'adage qui dit que ceux qui savent font et les autres enseignent. Mais finalement, tout ce que je le sais par la confrontation à la pratique et par la confrontation au discours des professionnels, que ce soit dans le cadre des formations justement ou sur le terrain, puisque j'ai la chance à l'IFROS, comme mon collègue, d'être très régulièrement mobilisé sur le terrain et c'est ce volet très passionnant. Alors, en termes de questions, je prendrai le pendant de Christophe tout à l'heure sur l'aspect agile et décision. Finalement, on a entendu une petite musique, notamment après la première vague du Covid, sur le retour aux fondamentaux, sur le retour à l'écoute, une inversion en quelque sorte de polarité sur le fait que les directions, l'administration se mettent au service des professionnels de santé et des professionnels de terrain de façon plus générale. Et très clairement, il y a là de quoi tirer des enseignements. En même temps, comme mon collègue, je suis convaincu qu'on a fait aussi des choix dans ce premier confinement qui seraient très certainement à interroger si on voulait les faire perdurer dans le temps comme un modèle organisationnel. Il ne faut pas oublier que pendant ce premier confinement, on est passé sur du quasi monotâche, monopathologie. On a oublié une partie des pathologies notamment chroniques, des diagnostics de nouvelles pathologies. Et de fait, ça vient poser la question de la mission
de l'établissement. Être agile, c'est décentraliser la décision. Pour décentraliser la décision, vous posez immédiatement une question d'intégration. Vous décentralisez d'un côté, comment vous intégrez, c'est-à-dire comment vous assurez que toutes ces personnes ou tous ces petits lieux de décision décentralisés continuent à fonctionner dans un sens commun et non pas dans un sens divergent. Pour faire ça, il y a deux méthodes. Je caricature un petit peu pour tenir les 5 minutes, mais il y a deux méthodes. Une première méthode qui est le contrôle, la hiérarchie, la bureaucratie, les règles, les procédures. Ça a certaines vertus. Ça peut ressembler à un empilement de règles qui font perdre le sens au plus proche du terrain. L'autre méthode, à l'autre extrême, en quelque sorte, du gradient, ça va être la confiance, ça vient d'être évoqué, la confiance qui repose nécessairement sur des compétences, mais pas seulement. Ça nécessite également une vision commune et partagée et complète de l'ensemble des missions poursuivies par l'établissement. Et là, ça va nous poser quelques difficultés. Le professionnel de santé qui est face à un patient, il a la mission d'accompagner, de prendre en charge, de diagnostiquer dans l'intérêt de ce patient-là. L'établissement, il répond à des missions un petit peu plus larges, notamment des missions de santé publique. Or, la santé de la population d'un territoire ne se confond pas totalement avec la santé et l'intérêt d'un patient en particulier devant soi. On peut avoir l'intérêt du bon usage des deniers publics. C'est encore une autre composante de la compétence, de la mission de l'établissement. Et donc, finalement, ça serait demandé au niveau le plus fin de l'établissement de prendre en compte la totalité des composantes de la mission de l'établissement. Missions qui ne sont pas toujours claires. On s'amuse à un petit exercice. Chaque fois qu'on accompagne des établissements sur des projets, on interroge les différents professionnels à tous les niveaux de l'établissement sur les missions de leur établissement. Personne ne reste muet. Tout le monde nous dit, évidemment, les missions de l'établissement, c'est ça. Sauf qu'en général, quasiment aucun nous dit la même chose. Donc, ça montre bien que ces missions-là, si on veut qu'elles deviennent un élément fédérateur, en plus de la compétence nécessaire, il faut les expliquer, les exprimer et puis les partager, éventuellement les réinterroger. Le choix qui a été fait aujourd'hui, c'est effectivement plutôt d'empiler on a un peu confondu en quelque sorte structure et organisation. C'est-à-dire que pour aider cette organisation-là, on a pensé la gouvernance. Je me suis amusé à regarder sur les ordonnances et les lois santé depuis 1996, la part d'articles mobilisés dédiés spécifiquement à la gouvernance interne des établissements publics de santé. On est, selon les textes, entre 5% et 45% des articles spécifiquement dédiés à la gouvernance, à l'organisation interne des établissements. Pourtant, en 1991, il y avait dans la loi E20, il y avait un amendement dit amendement liberté, qui me rappelle beaucoup de ce qui vient d'être dit juste avant moi. C'est la capacité des établissements à s'organiser par eux-mêmes, c'est-à-dire à s'affranchir pour partie des règles de fonctionnement. Et ce serait sûrement très instructif, puisqu'aujourd'hui, finalement, on passe beaucoup de temps à indiquer, à contraindre l'organisation interne des établissements et en même temps à inciter à l'innovation. On accompagne beaucoup de ces projets innovants, souvent très instructifs. L'essentiel de ces innovations vise à s'affranchir du carcan imposé par les organisations, imposé par ces modèles de gouvernance. Ça devrait interroger sur l'utilité de ces modèles-là. Évidemment, ça veut dire qu'en termes de pilotage, c'est libérer ces éléments-là tout en prenant en compte, et on revient sur la première table ronde de ce matin, ce que l'établissement de santé ne peut pas décider seul en termes de mission du parcours de santé. Sa mission ne s'arrête pas aux patients qui sont dans ces murs. Le patient, il a une vie avant, après. On est dans un secteur dans lequel on a à peu près 40% de l'activité qui est réalisée par des établissements privés. Donc, l'enjeu territorial, la médecine de ville, les soins de ville, le secteur médico-social, c'est un tout. Et donc, l'agilité, oui, mais avec indéniablement un besoin de coordination et de partage des missions de façon plus large. Peut-être le modèle territorial serait le bon niveau. Merci beaucoup, cher Jean-Baptiste.
Eh bien, dans ces parties prenantes, parmi ces parties prenantes, nous avons une brique essentielle, c'est le professionnel de santé, c'est le médecin. Et donc, nous avons la chance d'accueillir Enrique Canzalino, qu'on a pu suivre aussi durant la crise, qu'il a vécu, qu'il a piloté au sein de son établissement. Donc, on vous voit en dehors de la télé, mais c'est pareil. Oui, c'est ce que j'allais dire. Y compris sur les médias. Là, c'est plutôt la question du médecin. Enfin, c'est le médecin, le regard du médecin, mais avec une posture particulière quand même. Hein. Je vais vous surprendre. Merci, parce que j'ai appris plein de choses en vous entendant, en vous écoutant. Et c'est vraiment important, ce que vous venez de dire. Je vais faire quelques petits commentaires, peut-être un peu en désordre. Un premier élément, c'est que je pense que ça a été une erreur ou une insuffisance de considérer qu'il n'y avait que le patient qui devait être au centre de notre dispositif. Il ne faut pas oublier le personnel. Et ça a été un péché mortel que nous payons très cher aujourd'hui après la crise. Nous devons mettre au centre de notre dispositif le patient, parce que c'est l'essence même de la vie de l'hôpital, le sens de la vie de l'hôpital, le sens du système de santé, mais aussi notre personnel, parce que sans personnel, les murs de l'hôpital n'ont aucun sens. Et sans ce personnel, sans cet besoin managérial qui est de donner du sens au travail du personnel et sortir des paradigmes que nous avons sur qu'est-ce que c'est que les bonnes conditions de travail. Moi, je considère que nous sommes remplis de règles absurdes et qu'on a oublié ce qui était vraiment essentiel pour qu'il y ait du sens dans le travail de nos agents, pour qu'ils viennent travailler avec nous, qu'ils soient heureux et qu'ils restent travailler. Un point qui me paraît vraiment très important. Un deuxième élément, c'est que je différencie très bien ce qui est une décision opérationnelle, et ça c'est normal que soit prise près du terrain, d'une décision stratégique. Et je vais vous dire, ça fait assez longtemps que je roule ma bosse dans les hôpitaux, pour savoir que les décisions stratégiques, ni les médecins, ni les cadres, ni le personnel, nous ne sommes associés. On participe à des réunions, on écoute notre point de vue. Je ne suis même pas certain que ce soit tracé dans les comptes rendus, mais la décision est prise à un autre niveau et je vais vous dire, c'est normal. Je vais vous choquer. Je trouve que c'est normal. La décision stratégique à un haut niveau, elle reste une décision stratégique de haut niveau. Par contre, les décisions opérationnelles, et c'est exactement ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on embauche? Est-ce que je préfère sacrifier un poste d'infirmière pour un poste de cadre ou un poste de secrétaire pour un poste d'aide-soignant? Ou est-ce que je préfère supprimer un secteur de mon secteur de consultation pour développer plutôt un hôpital de jour ou le contraire, ou fermer des lits d'hospice pour travailler plutôt sur un autre aspect innovant? Ça, pour moi, c'est de l'opérationnel. Et ça, c'est normal que ce soit le plus proche du terrain et le plus partagé. Je pense enfin qu'il y a un autre problème aussi, c'est que nous sommes dans une période d'incertitude, vous l'avez dit. Je pense que nous sommes surtout dans une période où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de personnel. Donc, il y a deux certitudes. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas de personnel. Et donc, l'incertitude, elle est toute relative comme d'habitude. Et on revient à qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je pense que notre immense défi est vraiment le management des gens, des équipes, donner du sens. Et pour moi, c'est ce que je fais au quotidien. Je considère qu'il est impossible d'améliorer les conditions de travail des équipes sans améliorer les conditions d'accueil des patients, comme il est impossible d'améliorer les conditions d'accueil des patients sans améliorer les conditions de travail, d'ergonomie au travail, de sens du travail de nos équipes. Et je considère que ça, c'est essentiel. Un autre point, je vais un peu en désordre, je vous donne le vécu du terrain. Beaucoup de médecins, surtout dans les CHU, considèrent qu'un hôpital est une start-up, que c'est dynamique, qu'on va innover, qu'il suffit d'avoir des bonnes idées et on va les mettre en place. Cauchemar. On se réveille un matin et on se rend compte que nous sommes au ministère de l'Éducation nationale et que c'est un paquebot qu'on n'arrive pas à faire tourner. Nous n'avons ni l'adaptabilité, ni la flexibilité, ni la vitesse à prendre des décisions. Pire encore, je rencontre des chefs de service tous les jours, à Paris et en province. Et quand on leur demande « Est-ce que quelqu'un t'a dit
Sur quels critères on va te juger pour savoir si tu es un bon chef ou un mauvais chef? Il me dit jamais. Est-ce que tu as un contrat réellement? Est-ce que quelqu'un il t'a dit quel est ton contrat? Jamais. Jamais. Donc nous avons vraiment un problème de façon de prendre les décisions. Et alors là, je termine avec ça pour pouvoir lancer le débat. Vous verrez que je suis cru. Si la pente ascendante est difficile, la pente descendante est encore pire. Parce qu'une fois qu'on a pris la décision, peu importe à quel niveau, la capacité à la mettre en place dans nos hôpitaux, elle est proche de zéro. On est d'accord? Notre difficulté immense est, OK, on va passer des semaines, des mois, peut-être des années à prendre une décision structurelle, structurante, stratégique, cohérente avec les besoins de santé de notre bassin de vie. Et ensuite, la capacité à la mettre en place, elle est quasiment impossible parce que les résistances, les obstacles administratifs, les difficultés de financement, les syndicats, le manque d'appropriation de la décision, il n'y a pas d'appropriation dans la réponse, il n'y a aucune autorité. On a parlé de confiance. Moi, je rajoute autorité, parce que sans confiance, il n'y a pas d'autorité. Mais sans autorité, il n'y a pas d'action non plus. Et une de nos grosses difficultés, c'est ça aujourd'hui. Regardez, je suis médecin, et je vous surprends peut-être, mais je pense que c'est ça le vrai défi. On nous avait dit qu'avec la loi HPST, il y aurait une autorité dans l'hôpital. Moi, je ne l'ai jamais vu. Et je pense que ce qu'on peut reprocher, ce n'est pas qu'on ait donné l'autorité à quelqu'un. La question, c'est est-ce qu'on s'est approprié de cette autorité avec ce qu'elle a de noble, hein? Je ne parle pas d'autoritarisme, je parle d'autorité. Merci. On applaudit parce que percutant, pertinent, et puis 5 minutes tout rond. Hein. Excellent. Voilà, très très bien. Bravo. Donc, non, c'est une décision qui a été prise, non pas à la légère, mais qui a été prise dans son périmètre. Voilà, à l'intérieur de laquelle il y avait de la pertinence. Donc, bravo. Bon, il y a plein de questions du coup. Voilà. Donc, dans la salle, des réactions probablement, et puis peut-être des questions ciblées. Alors, nous, on en a beaucoup, hein, évidemment, parce que quand on voit le panel des personnes qui sont à la fois en distanciel et puis en présentiel pour les intervenants, forcément, il y a plein de questions. Alors, Nada, on fait comment? Quelle décision on prend? Eh bien, on va commencer par la salle et je vais voir les sélections des questions qui me parviennent. Oui, Alain Philibert. Alain Philibert. Oui. Tu veux un micro, peut-être? Si, mais parce que les personnes qui sont en ligne ont besoin de t'entendre, donc on va te donner un micro. Voilà. Je te laisse te présenter, puisque même si tu interviens prochainement sur la table ronde, voilà, mais bon, vas-y. Merci. Oui, j'ai une question que j'ai déjà posée à Rodolphe Bourret dans le privé, et maintenant je vais la poser en public parce que cette question-là m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi ce modèle valenciennois auquel j'adhère, malheureusement je sors de ma carrière, donc je ne vais pas pouvoir le mettre en œuvre, mais pourquoi est-ce qu'il ne séduit pas plus de monde? Alors, je connais sa réponse, mais je serais content qu'il nous la pose à tous. Merci. Je dirais d'abord qu'elle devrait séduire notre ami de la PHP, vu le constat qu'il a fait. J'ai peur qu'il ne soit pas beaucoup délégué. Voilà. Je dis toujours un peu la même chose, hein, c'est le poids des habitudes, le poids des certitudes et la peur de la conduite du changement. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à avoir un mode de fonctionnement très hiérarchique avec un mode de fonctionnement très administratif que personne ne veut prendre du recul pour regarder la sphère d'un autre côté. Et donc, voilà, donc il y a un établissement qui l'a fait sur la base de la loi HPST, qui est largement suffisant pour faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire une délégation pratiquement exhaustive de l'ensemble des prérogatives. Pour cela, il faut mettre en œuvre un certain nombre d'outils. Les outils, c'est effectivement un principe de base qui est la confiance, et puis après, il y a des outils qui sont purement formalisés, comme la contractualisation. Nous, les contrats, on a des contrats pour tout.
On a des contrats de pôle, on a des contrats de service, on a des contrats d'objectifs pour les médecins, et puis tout le monde peut être chef de projet si il a la capacité de pouvoir le faire. Donc un brancardier, un infirmier, un aide-soignant, un médecin, un ingénieur peut avoir un projet et être validé par l'institution pour mener. Donc on mène plein de cultures en parallèle, et je vous invite à vous pencher sur le modèle valenciennois. Oui, donc Anne Beignet, Commission européenne, experte en protection sociale. Je vous remercie tous et Madame Régine pour vos interventions. Moi, il y a des mots qui reviennent, autonomie, agilité, confiance. Et en fait, j'ai envie de vous poser une question autour de la prise de risque, parce qu'au final, c'est ça qui en découle. Et moi, ce que j'ai pu vivre ces dernières années, notamment autour de la Covid et en étant en plus à l'international, c'est des nouvelles méthodes que j'ai mises en place, de nouvelles prises de risque que j'ai dû prendre avec des gens derrière moi qui ne me suivaient pas. Ou alors, ils me suivaient que quand je disais « je prends l'entière responsabilité à mon nom de cette prise de risque. Si c'est un échec, ce sera de ma responsabilité. » Et j'aimerais un petit peu avoir votre opinion sur ce sujet de cette prise de risque. Comment vous la voyez dans vos établissements ou dans l'enseignement que vous restituez ou médicalement aussi? Est-ce que vous avez des difficultés au niveau, en effet, de l'engagement vers cette prise de risque qui est finalement naturelle dès qu'on parle d'autonomie, d'agilité et de confiance? Merci. Je répondrai quasiment à la place des directeurs. J'ai toujours dit qu'un hôpital n'est pas une entité démocratique. On ne vote pas à main levée. Et de mon point de vue, c'est toujours le directeur qui assume le risque. Non? C'est le directeur. Quoi qu'il décide, il assume le risque. Donc, c'est pour ça que je dis, ça ne me choque pas qu'il y ait une décision stratégique qui est prise à un certain niveau parce qu'il y a une personne qui assume le risque. C'est celui qui a l'autorité dans l'hôpital. Et c'est incontestablement le directeur pour moi. Christophe Pascal. J'enseigne, je ne fais pas, donc c'est plus compliqué, hein, évidemment. Hein, mais d'abord, faut se rappeler qu'effectivement, l'innovation, c'est de la transgression, puisque on est passé sous les auspices de l'innovation aujourd'hui et demain. Et donc, quand on innove, à un moment donné, il y a de la transgression. Quand on prend conceptuellement ce qu'est une innovation, il y a toujours à un instant donné une transgression avec les règles établies, etc. Donc, ça dépend de quelle décision on parle. Mais dès qu'on veut être dans une décision innovante, qui apporte un changement profond, alors il y a une prise de risque. Ensuite, la question de savoir par qui elle est portée, effectivement, elle est complexe, notamment en univers public. Je dirais probablement en univers privé, parce qu'on parle beaucoup de l'hôpital, on parle un peu moins des cliniques parfois, c'est peut-être un peu différent. Il y a des effets taille qui jouent, il y a des effets de responsabilité, de montage juridique qui peuvent être très différents. Mais c'est vrai que dans l'univers public, on est habitué pour le meilleur et pour le pire à cette idée, et je pense que c'est le pire qui vous inquiète, et j'en suis assez d'accord parce que les universités pourraient parfois fonctionner aussi de cette façon-là. L'idée qu'il y a un décideur unique, qu'après tout, c'est à lui de prendre le risque et qu'il se débrouille. Alors en même temps, c'est sa responsabilité. Il est nommé pour ça et donc on peut aussi le voir sous un aspect effectivement totalement légitime. Mais c'est vrai que ça pose une vraie question aujourd'hui. La prise de risque, c'est très confortable finalement de s'abriter en disant allez. Moi, je propose, mais c'est pas moi qui signe. Hein. Tu prends le risque et donc, ou alors on est dans la transgression, mais avec le risque de la sanction. Et donc, c'est ce couple transgression-sanction aussi, avec lesquels on est assez mal à l'aise dans les univers beaucoup plus changeants qu'autrefois. Comment quand même autoriser parfois un certain niveau de transgression, donc un certain niveau de prise de risque. Tout en garantissant à ceux qui prennent cette initiative que derrière, il n'y aura pas nécessairement Alors, c'est là que ça devient très compliqué, qu'il faudrait faire un colloque avec des juristes, des sanctions systématiques. C'est ce que font nos collègues de la qualité, des démarches qualité, quand ils disent on peut signaler des événements indésirables et il y a une culture de la non-punition, de la non-sanction. Alors, avec évidemment tous les problèmes quand on a des événements graves qui touchent au pénal. Donc, c'est ces questions-là que personne ne sait vraiment résoudre, sauf peut-être dans le modèle, alors si on va jusqu'au bout des modèles conceptuels autour de ces approches, alors qu'on peut qualifier de plein de façons, il y a aussi entreprise libérée, entreprise holocratique, etc., dans lequel on crée des espaces bien délimités où chacun peut avoir une certaine autonomie de décision. Et là, je pense que ça ouvre des possibilités pour l'avenir. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui.
Peut-être quelques mots en complément. Sur l'innovation, c'est de la transgression, c'est de la prise de risque, effectivement. Un exemple qui pose la question de l'évaluation de cette prise de risque. On a côtoyé un directeur d'établissement qui n'a pas fait grand-chose. Il a créé, dans des EHPAD, il a créé une fonction qui n'existe pas, c'est aide-soignant coordonnateur, qui n'existait pas. Sous couvert de sa direction régionale qui lui a dit « Bon, ok, mais si ça va mal dans l'établissement, tu sautes ». C'était ça, hein, la prise de risque, elle était comme ça. On était dans du privé but non lucratif. Donc, ça existe aussi dans le privé à but non lucratif et le privé. Donc, on voit bien que là, le jugement, si le directeur tombait, ce n'était pas le critère de jugement sur la fonction qui avait été créée. C'était l'équilibre économique de l'EHPAD. C'est-à-dire qu'on aurait pu remettre en cause l'innovation, non pas pour ce qu'elle était ou en l'ayant évaluée, mais parce que par ailleurs, complètement indépendamment, on aurait eu un critère de performance autre qui n'aurait pas été respecté. Et là aussi, ça pose immédiatement des questions sur cette innovation et cette prise de risque. Et c'est vrai que la prise de risque et la vision de l'échec n'est pas vue de la même façon outre-Atlantique. Et je vois que Thomas Barnet voulait commenter ou compléter. Ah non, pas particulièrement. J'étais à l'écoute, j'apprends plein de choses, mais j'avais pas. Bah, si vous voulez que je pose des questions, je peux en poser, je peux intervenir, mais je laisse parler les sachants parce que j'apprends beaucoup de choses là. Donc, je reste à l'écoute. Excellent. Une prochaine question. Alors, Michel. On va prendre votre question, Michel, et puis on va prendre aussi la question. Est-ce que les syndicats contribuent à rendre les circuits plus agiles ou est-ce qu'au contraire, ils sont des facteurs d'embolisation ? Merci beaucoup pour votre question, Michel. Et puis, Pierre-Simon, on va prendre votre question également, si c'est une question, hein, mais peut-être pas. Et puis ensuite, on va demander aux personnes de pouvoir répondre en fonction de la cible. Merci. Une question à Rodolphe Bourret en tant que directeur d'établissement, une question à Enrique Casalino en tant que praticien hospitalier, directeur médical. Que pensez-vous de la transformation du statut des praticiens hospitaliers qui pourrait, ce que pensent beaucoup de gens actuellement, qui pourrait se transformer en un statut contractuel de type ESPIC? Très bien. Alors, qui veut répondre à la question de Michel? Peut-être. Oui, la question il y a les syndicats et les conditions statutaires des médecins. Je répondrai rapidement aux deux. Après, chacun donnera son point de vue, mais je dirais rapidement que le syndicat est un partenaire et c'est comme un partenaire qu'il faut les voir. Il y a des syndicats intelligents et il y en a d'autres qui le sont un peu moins et il faut savoir s'adapter. Et surtout pas leur donner plus de puissance négative qu'ils ne pourraient en réalité en avoir. Je pense qu'il y a des fois, on est paralysé plus pour des considérations de crainte que pour un véritable pouvoir de nuisance. Le courage est la première des qualités. Sans elle, il n'y en a aucune autre. Aristote. Et pour répondre au statut, je pense que je ne comprends pas trop bien qu'est-ce qu'on a voulu faire. Si on veut donner de la flexibilité au statut de praticien hospitalier, je suis d'accord. À ce moment-là, remettons en question l'ensemble des statuts de la fonction publique où tu es père et mère et on ne peut rien faire contre toi et tu n'as aucune sanction. Si l'objectif est que les gens puissent travailler un temps dans le privé, un temps dans le public et que ça va donner de la flexibilité et attirer des gens dans l'hôpital, je suis partant. Le problème, c'est que comme d'habitude, et c'est dans les premiers chapitres, je crois que c'est dans le préface du bouquin. Oui, tout à fait. Les réformes ne vont jamais au bout. Elles s'arrêtent toujours à la moitié du chemin. Du coup, on ne sait pas trop bien, pour le moment, qu'est-ce qu'on veut, quel est l'objectif, et est-ce que ce sont les prémices d'un changement beaucoup plus profond dans l'ensemble de l'organisation de l'hôpital et dans l'ensemble des statuts de personnel hospitalier. Alors là, le regard pourrait être différent. J'espère que j'ai donné une réponse. Très bien. Alors, il y a deux questions. On va prendre deux questions, l'une à la suite de l'autre. Ou alors, aussi, Rodolphe Bourret, vous pouvez citer votre ouvrage en même temps, parce qui résume aussi l'intégralité de l'expérience de Valenciennes, hein, pour les personnes qui veulent aller plus loin, mais allez-y, puis en plus, on va prendre deux questions. Oui, on a écrit un livre avec mon prédécesseur qui a aussi mis en place ce modèle qui est la transformation de l'organisation
hospitalière, donc aux éditions LEH. Merci. Le modèle valenciennois. Merci de m'avoir permis de le dire. Pour répondre à la question des syndicats et pour répondre à la question du statut, je donne l'exemple de Valenciennes. Donc, les syndicats sont des partenaires sociaux chez nous, mais la différence qu'il y a entre un établissement classique et l'établissement de Valenciennes, c'est que ces partenaires sociaux, ils ne parlent pas à une administration. Ils parlent à des chefs de pôle, ils parlent à des chefs de service. Et donc, ce qui veut dire qu'ils sont formés pour parler à une administration, ils sont beaucoup moins formés pour parler à des pairs et des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'ils partagent en fait le même enjeu. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on dit prise de risque, c'est aussi pour un chef de pôle, un chef de service, d'assumer le fait qu'il faut avoir des dialogues avec les partenaires sociaux et pas le rejeter obligatoirement sur le directeur général. La deuxième chose pour aller sur les statuts qui pourraient changer au niveau des PH, je ne sais pas s'ils doivent changer, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à un moment donné, il faut aller sur la base de la contractualisation. Et ça, c'est important. Et donc, nous, toujours à Valenciennes, on travaille avec nos PH sur des contrats d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs et nous, on garantit les moyens. Voilà. Et après, on a des évaluations. Alors après, on peut y mettre ce qu'on veut comme statut, on peut y mettre également des enjeux financiers, mais bon, c'est un autre sujet. Nous avons une table ronde qui va se succéder. Alors, surtout, ne soyez pas frustrés sur cette décision unilatérale, arbitraire et descendante, mais qui ne retire en rien, je dirais, la pertinence de la question qui pourrait être posée à l'occasion de la prochaine table ronde. On essaiera de faire le lien, si ce n'est pour vraiment remercier infiniment, en tous les cas, tous les intervenants à la fois en distanciel et en présentiel pour avoir abordé ce sujet, effectivement, 45 minutes sur un temps très court, par contre extrêmement riche. On va pouvoir poursuivre les échanges, évidemment, de façon interactive avec les autres tables rondes en résonance. Et les personnes qui sont sur place pourront évidemment échanger lors de la pause avec nos invités. Et puis pour les personnes qui sont en ligne, vous avez les noms, les prénoms, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn et garder contact, donc ils vous répondront avec grand plaisir. Avec immense plaisir. On les applaudit tous très chaleureusement. On prend une petite séance photo en direct, puisqu'on va enchaîner d'emblée sur une autre table ronde. On vous laisse juste 30 secondes pour la petite photo avec notre photographe qui nous met tout de suite en scène. Et puis ensuite, on enchaîne sur la prochaine table ronde. Merci beaucoup.